600 millions de dollars. Sans condition. Pour la dignité d'un continent trop longtemps réduit au silence, et si la réparation cessait d'être une utopie? Imaginez. La Jamaïque, archipel souvent relégué à la périphérie des grands débats, annonce devant son Parlement un transfert exceptionnel, 600 millions de dollars, versés sur 5 ans, au profit du Burkina Faso. Pas de contrepartie, pas de clause cachée. Un transfert direct, assumé, entre deux nations du Sud global. Ce geste fait trembler les certitudes. Pour la première fois, un État caribéen reconnaît publiquement une dette historique envers un pays africain marginalisé. La nouvelle explose comme une onde de choc. Les chancelleries hésitent, les analystes s'affolent. Assiste-t-on à la naissance d'une nouvelle ère? Ici, la portée symbolique écrase la vieille logique de l'aide ou de la charité. La Jamaïque prend ses responsabilités. Ce n'est pas un geste cosmétique. C'est un précédent moral et géopolitique, un appel clair à la justice réparatrice. Côté Ouagadougou, la réaction est mesurée mais ferme. Ibrahim Traoré, jeune chef d'État, y voit un signal fort, adressé à toute l'Afrique. Depuis son arrivée au pouvoir, il multiplie les initiatives pour faire du Burkina Faso un étendard de souveraineté retrouvée. Nationalisation des ressources, diversification des alliances, fonds souverains africains. Ici, chaque choix compte. Pour la Jamaïque, ce versement colossal à l'échelle d'un PIB modeste va bien au-delà du symbolique ou du coût médiatique. Il marque le passage d'une dépendance ancienne à une alliance d'égal à égal. La mémoire devient puissance concrète. Chaque dollar est une déclaration politique, chaque engagement budgétaire, un test de crédibilité. Cet instant bouscule l'ordre mondial. Que se passe-t-il lorsque les anciens périphériques saisissent enfin la plume pour écrire l'histoire? La réponse ne réside pas seulement dans les chiffres, mais dans la capacité à reconnaître, puis à réparer. L'Afrique relève la tête, portée par le leadership d'Ibrahim Traoré. La Jamaïque, elle, s'impose soudain sur l'échiquier mondial. Mais rien n'est joué. Réussir, c'est obtenir reconnaissance, influence, autonomie et croissance. Échouer, c'est laisser filer une occasion historique, perpétuer les vieux récits, voir la confiance s'effriter. La pression est immense, pour Kingston comme pour Ouagadougou. Chaque avancée sera scrutée, chaque recul exploité. Ce geste dérange, interroge, force à repenser la justice internationale. Pour la première fois, souveraineté et réalisme budgétaire deviennent les critères d'une coopération crédible. Pour comprendre la portée de cette alliance inédite, il faut remonter aux racines de cette connexion improbable. Plongeons dans l'histoire singulière de la Jamaïque et du Burkina Faso, là où tout a commencé. Derrière ce geste radical, il y a une histoire partagée d'exclusion, de résistance et de rêves inachevés. Pour saisir l'ampleur du séisme actuel, il faut retourner aux origines de ce lien inattendu. Ce n'est pas qu'une somme, c'est un point de bascule. Pour la première fois, la diplomatie change de camp. Fini le temps de la plainte, voici l'ère de l'audace, des propositions et de l'action concrète sud-sud. La Jamaïque devient le tout premier État caribéen à reconnaître explicitement une dette morale envers l'Afrique. Ce geste n'est ni une faveur, ni une opération de communication. Il s'agit d'un engagement ferme de 600 millions de dollars, répartis sur 5 années, au profit du Burkina Faso. Un pays longtemps marginalisé, aujourd'hui propulsé par la détermination de son président, Ibrahim Traoré, bien décidé à casser le cercle de la dépendance. Mais le Burkina Faso n'a pas attendu qu'on lui tende la main. Sous l'impulsion de Traoré, il a lancé de multiples réformes, nationalisation partielle des mines, diversification des alliances, création d'un fonds d'investissement panafricain. Ces paris courageux l'ont parfois isolé, mais ils ont aussi nourri un sentiment d'urgence et d'émancipation. Ce rapprochement entre la Jamaïque et le Burkina Faso s'inscrit dans un mouvement plus vaste. Partout dans le Sud global, les demandes de réparation se multiplient. Les anciennes périphéries refusent la résignation, exigent que la mémoire serve de levier au développement et transforment la solidarité en stratégie. Il ne s'agit plus de demander de l'aide, mais de reconfigurer les règles du jeu mondial.
Le moment diplomatique s'est cristallisé dans une poignée de main inattendue entre Andrew Holness et Ibrahim Traoré. Ce geste, capté, diffusé, analysé, a fait le tour des réseaux sociaux. Des millions de jeunes Africains et Caribéens y ont vu plus qu'un symbole. La preuve que l'axe afro-caribéen peut devenir une réalité, une alternative aux anciens schémas occidentaux. Désormais, l'enjeu est colossal. Saisir ou perdre l'occasion de sortir enfin de la périphérie. Échouer, ce serait retomber dans l'ombre ou subir encore la charité conditionnée. Mais, pour la première fois depuis des décennies, un souffle d'audace traverse le Sud. Ce nouvel accord dépasse la notion de transfert financier. Il fonde un modèle basé sur la dignité, l'équité, la responsabilité partagée. La promesse est là, mais la route reste semée d'embûches. Les premiers doutes et résistances ne se font pas attendre. Certains acteurs, à l'intérieur comme à l'extérieur, remettent déjà en question la viabilité et la sincérité de ce pacte inédit. Transformer 600 millions de dollars en souveraineté durable, est-ce vraiment possible ou n'est-ce qu'une diplomatie de façade? Derrière l'annonce spectaculaire, la mécanique du partenariat s'enclenche. Chaque centime doit financer des investissements ciblés, infrastructures, santé, éducation, sous l'œil d'audits indépendants et de normes de transparence inédites. L'enjeu, rendre la réparation tangible, observable et placer chaque initiative sous la loupe mondiale. Mais ce pacte fait trembler les deux capitales. En Jamaïque, l'engagement d'une telle somme expose le pays à des risques politiques majeurs. Tenir le cap budgétaire, affronter la pression populaire et défendre la décision devant un monde parfois sceptique. Au Burkina Faso, le défi est vertigineux. Comment absorber une manne aussi inédite, avec une administration souvent sous-dotée, sans sombrer dans la corruption ou l'inefficacité? Ici, la souveraineté ne se proclame pas, elle se gagne, preuve à l'appui. Chaque dollar devient un test, chaque chantier, un symbole. Des équipes mixtes élaborent des projets concrets, réseaux d'eau potable, centres de santé communautaires, écoles modernes. À chaque ligne budgétaire, deux regards scrutent, celui du contribuable jamaïcain, en quête de transparence, et celui de la jeunesse burkinabé, avide d'un avenir meilleur. La réussite du partenariat dépendra moins de la masse financière que de la capacité à instaurer une gestion exemplaire. L'enjeu déborde largement le duel Kingston-Ouagadougou. Si ce modèle tient, d'autres nations marginalisées pourraient réclamer justice, déclenchant une onde morale et une pression budgétaire sur tout l'hémisphère sud. La Jamaïque crée un précédent. Chaque contrat, chaque audit, chaque décision devient un objet d'observation planétaire. Le débat s'enflamme. Pour les partisans, c'est une révolution morale. La preuve que la justice internationale peut exister hors du prisme occidental, incarnée par des actes et des résultats mesurables. Pour les sceptiques, ce n'est qu'une illusion diplomatique, une promesse vouée à l'échec dès la première difficulté concrète. Qui aura raison? Ce qui se joue ici dépasse deux économies. L'accord pourrait déclencher un effet domino sur tout le Sud global. Un succès offrirait à la Jamaïque et au Burkina Faso une légitimité historique, ouvrant l'ère d'une coopération d'égal à égal. Un échec, en revanche, ramènerait suspicion, fragilité économique et désenchantement profond. Mais au-delà des chiffres, ce sont les visages et les histoires qui vont révéler la vraie portée de l'accord. Sur le terrain, la tension monte à mesure que les premiers fonds arrivent. Et si le modèle afro-caribéen prenait racine, ou s'effondrait, écrasé par ses propres ambitions? Cette question n'est plus une spéculation lointaine. Elle est désormais au centre du débat mondial, alors que la Jamaïque et le Burkina Faso défient l'ordre établi avec leur accord sans précédent. Envisageons d'abord le scénario lumineux. Le geste de la Jamaïque devient contagieux. D'autres États africains et caribéens s'en inspirent, formant peu à peu un fonds multilatéral de réparation. L'investissement de 600 millions de dollars, répartis sur 5 années, agit alors comme un levier pour une croissance partagée, une diplomatie sud-sud revitalisée et une unité inédite. Des infrastructures majeures émergent, de nouveaux corridors commerciaux s'ouvrent, et l'Afrique impose sa voix sur la scène internationale. Pourtant, la réalité pourrait être plus nuancée. Dans le scénario pragmatique,
Les avancées sont réelles mais progressives. Le succès dépend d'une gestion institutionnelle ferme. Les fonds, utilisés avec discernement, irriguent l'économie concrète. Agriculture, industrie, culture et appui aux petites entreprises locales. Le Burkina Faso devient alors un terrain d'expérimentation de la souveraineté, à condition de garantir la transparence et de renforcer la confiance des citoyens et des partenaires. Mais la menace d'un revers plane. Dans le scénario pessimiste, une crise financière ou une mauvaise gestion des ressources suffirait à tout faire vaciller. Les transferts pourraient s'interrompre, le projet perdre toute crédibilité. L'Afrique redeviendrait spectatrice, tandis que la communauté internationale retomberait dans sa vieille inertie. Pire encore, l'échec nourrirait une défiance durable envers la justice réparatrice, ravivant la méfiance sur le continent comme dans la diaspora. Cependant, au-delà des montants, une force silencieuse demeure, celle du récit. La réussite dépend de la capacité à maintenir un discours de dignité. Ce n'est pas seulement une question de flux financier, c'est une question de mémoire, de regard, de fierté. Chaque village, chaque jeune, chaque entrepreneur scrute ce projet comme un test. La réparation pourra-t-elle réellement transformer leur quotidien, ouvrir de nouveaux horizons, ou sera-t-elle vite oubliée, comme tant d'autres promesses? La société civile entre alors en scène. Dans les villages du Burkina Faso, la nouvelle suscite autant d'espérance que de doute. La diaspora, entre fierté et attente, veut voir des résultats tangibles et durables. Les jeunes rêvent d'opportunités réelles, d'échanges directs, d'un avenir où la dignité s'exprime par l'action. Même les entrepreneurs, des plus modestes aux plus ambitieux, scrutent les signes de stabilité et d'ouverture que pourrait insuffler ce modèle à toute la région. Voici l'enjeu central. Une réussite hisserait l'Afrique et la Caraïbe au rang de nouveaux prescripteurs mondiaux, capables d'inventer une coopération fondée sur la réparation, la responsabilité et l'autonomie. Mais le moindre échec reculerait l'idée même de justice internationale, replongeant des millions d'individus dans l'incertitude et la résignation. Mais l'histoire ne s'écrit pas qu'à travers les institutions ou les chiffres. Derrière chaque décision, il y a des visages, des voix, des rêves, à l'épreuve du réel. Un partenariat qui s'évalue en route, en école et en emploi, non en promesses vides. Telle est la force singulière de l'accord entre la Jamaïque et le Burkina Faso. Mais comment transformer la dignité proclamée en avancée tangible, visible par tous? Tout repose sur un suivi institutionnel d'une rigueur sans précédent. Un conseil bilatéral, composé d'experts burkinabais et jamaïcains, se réunit tous les 3 mois. Chaque trimestre, des audits indépendants sont conduits et les résultats sont publiés pour chaque citoyen, sans filtre. Ce contrôle partagé n'est pas une formalité. Il permet de tracer, franc après franc, le parcours de chaque investissement. Routes tracées, nouvelles écoles ouvertes, emplois créés localement. Chaque avancée est documentée, cartographiée et contrôlée. La croissance des entreprises burkinabais est immédiate. Grâce aux appels d'offres transparents, aux quotas réservés aux PME locales et aux transferts de compétences, la dignité s'incarne en centaines de contrats et en milliers d'emplois nouveaux. L'échange intellectuel suit, bourses croisées, programmes de mobilité pour enseignants et chercheurs, laboratoires partagés entre Kingston et Ouagadougou. L'innovation civique est aussi de la partie. Des laboratoires citoyens voient le jour dans les 2 pays et alimentent des tableaux de bord ouverts à tous, mis à jour chaque mois. Le contrôle devient collectif, la souveraineté s'apprend, se pratique, se partage. À l'international, le Burkina Faso devient un modèle de réforme, inspirant déjà d'autres capitales africaines. La Jamaïque, elle, s'impose comme conscience morale de la Caraïbe, démontrant qu'un passé douloureux peut nourrir le progrès. Ce partenariat révolutionne la souveraineté. Chaque franc investi devient une leçon d'autonomie budgétaire. L'attente de validation extérieure disparaît. L'indépendance se mesure dans les actes, dans la capacité à rendre des comptes et à susciter la confiance. Mais le défi est immense. Réussir, oui, mais surtout inventer un modèle reproductible, prouver que la souveraineté peut se mesurer et se transmettre. Si ce pari est gagné, d'autres alliances du Sud suivront, enclenchant une dynamique contagieuse d'émancipation. Reste une interrogation brûlante.
Au-delà des chiffres, que retiendrons-nous collectivement de cette poignée de main historique? Mais la route n'est pas sans obstacles. Chaque avancée soulève de nouveaux défis, chaque succès, de nouvelles attentes. Jusqu'où ce modèle pourra-t-il résister aux réalités du terrain? Entre l'orgueil et la honte, il existe un territoire peu exploré, celui où la dignité prend racine et redéfinit les possibles. Ce que la Jamaïque et le Burkina Faso viennent d'initier secoue l'ordre du monde. En s'engageant sur une réparation sans condition de 600 millions de dollars, étalée sur 5 années, Kingston ne règle pas seulement le passé. Elle fissure la carapace des vieilles pratiques diplomatiques, où admettre la dette historique n'est plus un tabou, mais un socle pour demain. Trop longtemps, les réparations ont été réservées aux grandes puissances, réduites à des gestes symboliques ou à des aides sous condition. Ici, il ne s'agit ni d'un don pour l'image, ni d'une faveur discrète. Ce pacte inédit, forgé entre deux États longtemps marginalisés, place la souveraineté au centre de la coopération. Un acte politique et économique qui proclame que la dignité n'est plus négociable. Le risque est colossal. Saisir cet instant ou le laisser passer, c'est choisir si la mémoire douloureuse perpétue la dépendance ou devient levier d'un réveil collectif. Pour la Jamaïque, c'est un pari audacieux sur la justice budgétaire, un saut vers l'inconnu pour une économie dont le produit intérieur brut frôle seulement 17 milliards de dollars. Pour le Burkina Faso, c'est un test de cohérence nationale, un rendez-vous avec la transparence et l'autonomie. Ce geste n'est pas isolé. Il résonne dans tout le Sud global et invite d'autres nations à sortir du silence. Il interpelle chaque observateur. Si la réparation cessait d'être l'affaire de quelques États pour devenir un devoir partagé par tous ceux qui aspirent à une justice authentique, la leçon est claire. La dignité ne se monnaie ni ne s'implore. Elle se forge par des actes tangibles qui transforment la mémoire collective en puissance économique et politique. L'axe afro-caribéen invente un langage neuf, où le réalisme budgétaire rencontre l'exigence morale et où l'influence s'arrache dans l'action. Aujourd'hui, une page se tourne, mais le débat ne fait que s'ouvrir. Chacun doit choisir. Regarder cette transformation ou y participer, devenir acteur du récit ou simple témoin. Et vous, comment écrirez-vous la suite d'une coopération mondiale fondée sur la mémoire, l'action et la dignité partagée? Mais pour saisir toute la portée de cette décision sans précédent, il faut inscrire la démarche de la Jamaïque dans un contexte historique plus vaste et comprendre pourquoi le Burkina Faso, parmi tant de nations africaines, a été choisi comme destinataire de cette réparation. L'histoire des réparations internationales est jalonnée d'exemples marquants qui éclairent le geste actuel. Souvenons-nous du traité de Versailles en 1919, qui imposa à l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, des réparations colossales envers la France et d'autres alliés. Ces paiements, qui ont perduré jusqu'en 2010, ont profondément marqué la psyché allemande et européenne. En Asie, le Japon a versé d'importantes compensations à la Corée du Sud et à d'autres voisins après la Seconde Guerre mondiale, posant les bases d'une réconciliation fragile mais durable. Pourtant, la spécificité de la démarche jamaïcaine réside dans l'absence de rapport colonial direct. Ici, la réparation s'inscrit dans la reconnaissance d'une solidarité structurelle et d'un passé partagé de souffrances liées à l'esclavage, à l'exploitation, à la dépossession. La Jamaïque, dont la société porte encore les cicatrices de la traite transatlantique, propose une approche inédite. Reconnaître la dette morale envers l'Afrique, dont les peuples ont été arrachés pour bâtir la prospérité des Amériques. Le Burkina Faso, quant à lui, symbolise aujourd'hui la renaissance africaine. Ce pays, autrefois Haute-Volta, a connu l'un des moments de souveraineté les plus emblématiques du continent, avec Thomas Sankara dans les années 1980. Sankara, évoqué comme le Che Guevara africain, prônait la dignité, l'autosuffisance et la rupture avec le néocolonialisme. Sa mémoire inspire encore la jeunesse burkinabé et continentale. Ce n'est donc pas un hasard si Kingston a choisi Ouagadougou. En investissant au Burkina Faso, la Jamaïque s'associe à une dynamique d'émancipation, de réformes profondes et de prise de risques politiques. Elle encourage, par ce geste, d'autres nations africaines
à s'affranchir des anciennes tutelles. C'est également un appel adressé aux diasporas africaines et caribéennes, un pont jeté entre deux rives longtemps séparées. Pour concrétiser cette vision, les deux pays mettent en place des projets pilotes. Prenons par exemple la création d'un institut panafricain de technologie financé conjointement, où des étudiants burkinabés, jamaïcains et caribéens pourront développer des solutions adaptées aux défis locaux. Irrigation intelligente, énergie renouvelable, plateforme numérique pour l'agriculture. Ce lieu d'innovation, ouvert à la société civile, deviendra un symbole vivant de la réparation en action. Sur le terrain, des campagnes de santé communautaire sont programmées. Des équipes mixtes, composées de médecins des deux pays, sillonnent les villages du Sahel pour lutter contre les maladies tropicales négligées, améliorer la vaccination et former de nouveaux agents de santé. Chaque vaccination, chaque vie sauvée, incarne la réparation sous sa forme la plus concrète. Le secteur culturel n'est pas oublié. Un festival afro-caribéen itinérant, financé par le Fonds de réparation, circulera chaque année entre Kingston, Ouagadougou et d'autres capitales du Sud. Ce festival offrira aux artistes, musiciens, réalisateurs et penseurs de présenter au monde la richesse des héritages croisés, d'effacer les frontières mentales et de donner aux jeunes générations une image renouvelée de leur place dans l'histoire mondiale. Ces initiatives, audacieuses, comportent des risques majeurs. L'histoire nous enseigne que les transferts massifs de capitaux, s'ils ne sont pas accompagnés de réformes institutionnelles, peuvent échouer. On se souvient du plan Marshall, après la Seconde Guerre mondiale. Ce programme d'aide massive des États-Unis à l'Europe de l'Ouest n'aurait pas abouti s'il n'avait pas été accompagné d'une modernisation administrative et d'un suivi strict. Pour éviter les écueils du passé, la Jamaïque et le Burkina Faso ont inscrit dans leur protocole d'accord des mesures inédites. Transparence totale des flux financiers, implication directe de la société civile, publication trimestrielle des résultats, audit citoyen à tous les niveaux. Le moindre projet, du puits à l'école, fait l'objet d'un reporting public. Les médias locaux, encouragés par des formations croisées, jouent le rôle de vigie démocratique. Les scénarios prospectifs sont multiples. Dans le plus optimiste, le modèle afro-caribéen inspire rapidement d'autres alliances. Le Ghana, le Sénégal, la Barbade ou encore Haïti s'intéressent déjà à la démarche. Un sommet annuel des nations du Sud pourrait voir le jour, permettant de mutualiser les fonds, d'aligner les stratégies de développement et de peser collectivement dans les négociations internationales, qu'il s'agisse du climat, du commerce ou de la gouvernance mondiale. Dans le scénario médian, la transformation est progressive mais profonde. Petit à petit, les infrastructures se modernisent, les entreprises locales s'internationalisent et la jeunesse bénéficie d'échanges accrus. Des plateformes numériques, accessibles en langue locale, permettent à chaque citoyen de suivre l'état d'avancement des projets, de soumettre des idées et de signaler les dérives. La démocratie participative, encore balbutiante, gagne en réalité et en efficacité. Dans le scénario du pire, toutefois, la tentation du repli, de la corruption ou de l'ingérence extérieure pourrait faire capoter le pacte. Des tensions internes, une instrumentalisation politique ou encore des pressions économiques internationales menaceraient l'équilibre fragile du partenariat. Les élites pourraient être tentées de détourner la manne et la population, déçue, de se détourner de ce modèle. Les deux gouvernements ont donc prévu un plan de gestion de crise. Un fonds de réserve, équivalent à 10% du montant total, sera gardé pour répondre aux imprévus. Un comité d'alerte, composé de personnalités indépendantes, aura le pouvoir de suspendre ou de réorienter les financements en cas de dérive. Au plan international, la réaction ne s'est pas fait attendre. À l'ONU, plusieurs pays du Sud ont salué l'accord, y voyant l'aube d'un rééquilibrage planétaire. En revanche, certaines puissances occidentales, inquiètes de l'émergence de nouveaux pôles d'influence, ont exprimé leur scepticisme. Un geste sympathique, mais risqué sur le plan macroéconomique, juge un diplomate européen. Ces réserves, loin de décourager les deux partenaires, renforcent leur détermination à réussir là où tant d'autres modèles ont échoué. À l'échelle micro, les transformations commencent déjà à se faire sentir. Dans la banlieue de Ouagadougou,
un nouveau centre de formation professionnelle accueille ses premiers apprentis, électriciens, couturières, codeurs. Pour la première fois, le cursus est conçu en partenariat avec de grandes entreprises jamaïcaines qui s'engagent à accueillir les meilleurs stagiaires, créant ainsi une boucle vertueuse d'apprentissage sud-sud. Dans le nord du pays, un chantier pilote d'irrigation solaire, développé avec des start-up caribéennes, permet à des centaines de paysans de cultiver toute l'année. Les rendements agricoles s'améliorent, la sécurité alimentaire progresse et l'exode rural ralentit. Côté jamaïcain, la société aussi évolue. Les débats parlementaires sur le budget de la réparation sont diffusés en direct, suscitant une mobilisation inédite. Les citoyens, longtemps habitués à une politique tournée vers les grands bailleurs occidentaux, découvrent le sens d'un engagement envers le Sud. Des associations, des églises, des syndicats organisent des forums de dialogue pour expliquer la démarche, répondre aux inquiétudes et recueillir les attentes. Des bourses d'études croisées sont créées. Des jeunes burkinabés viennent étudier la biotechnologie à Kingston, tandis que des étudiants jamaïcains partent se former à l'agroécologie au Burkina Faso. Ces échanges, au-delà de la technique, favorisent la connaissance mutuelle et la construction d'un imaginaire commun, loin des clichés et des fatalismes. La question de la pérennité reste centrale. Pour qu'un tel modèle survive au-delà de ses initiateurs, il faut ancrer la démarche dans la durée. C'est pourquoi un institut indépendant, la Fondation Sud pour la réparation et l'innovation, sera créé. Son rôle, veiller à la transmission des bonnes pratiques, former les prochaines générations de leaders et documenter chaque étape, chaque succès, chaque échec, pour que l'expérience serve à tous. Le défi, enfin, est aussi de convaincre les marchés financiers et les investisseurs privés du bien fondé du projet. Un label « Investissement réparateur » garanti par les deux États permettra aux entreprises qui respectent des critères sociaux et environnementaux stricts de bénéficier de facilités d'accès au financement. Ce mécanisme, inspiré du microcrédit, vise à attirer capitaux et savoir-faire tout en maintenant un haut niveau d'exigence éthique. Sur le plan symbolique, la réparation jamaïcaine marque une rupture radicale avec l'ordre ancien. Elle replace la dignité, la mémoire et la responsabilité au cœur des relations internationales. Elle propose une nouvelle grammaire de la coopération où l'histoire ne sert plus à justifier la victimisation, mais à fonder l'audace collective. Ainsi, la boucle est bouclée. De la reconnaissance du passé naît un futur possible. Le partenariat entre la Jamaïque et le Burkina Faso, loin d'être une parenthèse, s'inscrit dans le temps long des grandes mutations. Il offre au monde un laboratoire vivant de justice, de solidarité et d'innovation. Mais la question demeure. Serons-nous capables, collectivement, de dépasser nos peurs, nos habitudes, nos réflexes de méfiance, pour bâtir ce monde nouveau? Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas seulement une histoire de chiffres, mais un pari sur l'humanité. Un pari que la mémoire peut être source de puissance, que la réparation peut devenir levier d'émancipation, et que la dignité, enfin, peut s'incarner dans les faits. À chacun d'écrire la suite de ce récit, d'oser l'impossible, et de faire de la réparation non plus une utopie, mais une réalité partagée. Car, au bout du compte, ce sont les actes qui redessinent le cours de l'histoire.